L'argent fait-il vraiment le bonheur? C'est la grande question, en effet. Pour explorer ça, on a d'un côté un article du FMI avec plein de témoignages du monde entier, et de l'autre, un essai philosophique de Tara Smith. Oui, qui défend une idée un peu plus directe, on va dire. L'objectif, essayer de démêler un peu tout ça. Exactement. Alors, pour commencer, il y a ce fameux paradoxe d'Easterlin des années 70. Ah oui, incontournable sur ce sujet. Il disait, en gros, que les pays plus riches n'étaient pas forcément plus heureux que les plus pauvres. C'est ça. Même si, à l'intérieur d'un même pays, les plus riches avaient tendance à se déclarer plus heureux. C'est paradoxal. Complètement. Et puis, il y a eu Deaton et Kahneman qui ont ajouté une couche de complexité, non? Oui, ils ont suggéré qu'au niveau individuel, l'argent augmente le bonheur, mais Jusqu'à un certain point. un plateau. Voilà, un plateau. Ils avaient avancé un chiffre, 75 000 dollars par an aux États-Unis à l'époque. Mais attention, ce chiffre, hein. Ah oui, très important. C'était là-bas, à ce moment-là. Ça représente un certain niveau de confort, de sécurité, mais ça varie énormément ailleurs, selon le coût de la vie, les standards. Bien sûr, bien sûr. Alors justement, les témoignages du FMI, ça donne quoi? On a des gens d'Inde, Nigeria, Colombie, Russie, Royaume-Uni. C'est très varié. D'un côté, il y a ceux pour qui l'argent, c'est la solution. Un Colombien, Jaime, pense que ça réglerait la plupart de ses problèmes. Oui, l'accès aux biens, maison, voiture, une meilleure éducation, des vacances, des choses très concrètes. Un étudiant russe, Arseny, dit même carrément que l'argent peut tout acheter. Assez direct. Une vision très transactionnelle. Mais à l'opposé, beaucoup disent attention, l'argent, ça ne fait pas tout. C'est même la majorité, j'ai l'impression, dans ces témoignages. Bat, une retraitée à Londres, tout est en vous. Natalia, en Russie, parle de la famille, la santé. Blessing, au Nigeria, évoque les choses gratuites, la simplicité. Et Mohamed, à New Delhi, fait la distinction entre un bonheur passager, lié à l'argent, et le vrai bonheur qui vient des relations humaines. L'idée d'aider les autres revient aussi souvent comme source de bonheur. Miguel, en Colombie, par exemple. Donc, l'argent est vu comme utile, nécessaire même. Surtout pour la sécurité de base, l'éducation, aider la famille, oui. On sent aussi le poids des conditions économiques locales, au Nigeria ou en Russie par exemple. Ça rend l'argent encore plus crucial au quotidien. Mais pour le bonheur profond, intrinsèque, c'est autre chose. Exactement. La limite est là pour beaucoup. L'argent est un moyen, peut-être nécessaire, mais pas suffisant. Les relations, la santé, le sens, ça prime. Alors face à ça, l'essai de Tara Smith, avec son titre «L'argent peut faire le bonheur», ça détonne un peu, non? Oui, ça va un peu à contre-courant de l'adage populaire. Comment elle défend ça alors? Bah, son point de départ est assez terre-à-terre. On est des êtres matériels. On a des besoins physiques. Logique, manger, se loger. Voilà. Et l'argent, c'est l'outil principal pour obtenir ça. C'est la base indispensable, même pour viser plus haut, spirituellement ou autre. D'accord. Le socle matériel. Et après? Son deuxième argument, c'est que l'argent achète du temps. Ah, ça c'est intéressant. Comment ça? Eh bien, la richesse, la technologie, ça nous rend plus productifs. On peut satisfaire nos besoins en travaillant moins longtemps. Mhm. Et ce temps gagné, c'est du temps qu'on peut utiliser comme on veut, pour choisir ses activités, ses projets, bref, gagner en autonomie. Et l'autonomie, pour elle, c'est crucial pour le bonheur. D'accord. L'argent achète du temps qui permet l'autonomie. C'est une chaîne logique. Mais est-ce que ça colle avec les témoignages? Eux, ils parlaient plutôt d'utiliser l'argent pour la sécurité ou aider les autres. Moins pour cette quête d'autonomie personnelle, j'ai l'impression. C'est là que Smith apporte une nuance clé. Elle dit bien l'argent est un moyen, un outil, pas une fin. Ok. Et à faciliter l'atteinte de toutes nos valeurs, la sécurité, oui, aider les proches, comme dans les témoignages, mais aussi l'autonomie, la culture, les voyages, tout ce qui compte pour nous. Mais ça dépend de comment on l'utilise, hein. Totalement. Son efficacité dépend de l'usage rationnel qu'on en fait, pour atteindre des objectifs rationnels qui ont du sens pour nous. Ce n'est absolument pas une garantie. Donc on peut être riche et malheureux. Absolument. Si on gère mal cet outil, si on poursuit des buts vides. Et inversement, on peut être heureux avec peu si nos besoins essentiels sont couverts et qu'on sait ce qui nous anime. On a donc, d'un côté, les vécus qui insistent sur les limites de l'argent face au bien-être intérieur, aux relations. Oui, le côté nécessaire mais pas suffisant. Et de l'autre, cette analyse qui dit attention, l'argent bien utilisé, c'est un levier très puissant pour construire son bonheur. C'est ça. En offrant la sécurité, les moyens et surtout ce fameux temps et cette autonomie. Le lien entre les deux, finalement.
Ouais. Les témoignages montrent bien ce que Smith décrit, le besoin de sécurité, le désir d'aider, l'envie d'expérience. L'argent est désiré pour ça. Mais il rappelle aussi les limites. Exactement. Il rappelle que l'argent n'est pas la finalité, qu'il ne garantit rien, et que pour beaucoup, le bonheur intérieur, les relations, ça reste primordial. La clé, ça semble être la capacité à utiliser cet argent comme un levier, un outil au service de ses propres objectifs de vie, plutôt que de le voir comme la source directe du bonheur. Ça me fait penser, si l'argent sert surtout à acheter du temps et de l'autonomie. Oui. La question qui se pose ensuite, c'est comment on s'assure que cette liberté qu'on a gagnée, on l'investit bien dans ce qui nous nourrit vraiment, au-delà de juste accumuler ou consommer. Excellente question pour finir. Qu'est-ce qu'on fait de ce temps acheté? Voilà, qui laisse matière à réfléchir. En effet.